Donc je suis Franck Gérès, je suis architecte du système d'information de l'Université de Strasbourg et je vais parler de notre projet de calculer l'impact carbone, en tout cas estimer l'impact carbone des projets OpenStack. C'est un projet qui démarre en fait, hein, donc je vais présenter le projet mais pas encore les résultats. J'espère que je pourrai présenter les résultats d'ici quelques temps. Mais pour l'instant, cette présentation, c'est pour objectif de partager nos premières réflexions. Et puis aussi peut-être, j'espère en tout cas, d'enrichir l'approche, parce que c'est aussi pour ça qu'on a rejoint l'association, hein. C'est pour avoir plus d'idées, peut-être qu'il y a des articles qu'on n'a pas encore pu consulter, ou voilà. Donc n'hésitez pas à intervenir pour enrichir tout ça, donner des idées, et ça nous fera grandir, on l'espère, sur le sujet. Alors je vais parler déjà du contexte. Je vais présenter brièvement l'Université de Strasbourg et son data center. Et ensuite, on entrera dans le vif du sujet avec le projet, donc ses objectifs. Est-ce qu'on a besoin de créer une formule, une méthode de calcul, un modèle? Quel est le scope qui nous intéresse? Il y a aussi des données constructeurs qu'on va pouvoir utiliser. On va s'intéresser à la consommation énergétique et puis à aborder aussi deux approches auxquelles on a pensé pour ce sujet. Et après, je finirai par une petite conclusion. N'hésitez pas à intervenir en cours de route, hein, si jamais il y a des questions, ou à la fin, comme vous voulez. Hein. Alors, l'Université de Strasbourg, donc l'université, c'est 55 000 étudiants, donc 3 400 enseignants et enseignants-chercheurs. Il y a un ensemble de facultés et d'écoles. Il faut savoir que l'Université de Strasbourg, avant, en fait, c'était plusieurs universités distinctes, et depuis 2008, il y a eu une fusion d'un ensemble d'écoles et de facultés. Donc, il y a plusieurs campus, un certain nombre de bâtiments. Le bâtiment qu'on voit là sur l'image, c'est une des bibliothèques, hein, c'est pas le data center. Et au niveau de la direction du numérique, il y a à peu près 140 personnes. Donc voilà pour cette brève description. Au niveau du data center, donc le data center a été mis en service assez récemment, hein, ça date de fin 2019. Donc suite à la fusion des différentes universités, en fait avant, il n'y avait pas vraiment de data center, il y avait plusieurs, disons, des salles machines qui étaient réparties sur un ensemble de bâtiments. Et puis à un moment donné, il y a eu le souhait de mutualiser les ressources et de créer une véritable infrastructure commune. Donc le data center fait environ 450 mètres carrés, avec une efficacité énergétique de 1,25. Ça, c'est aussi grâce à la géothermie qui est utilisée pour refroidir les serveurs. En fait, dans ce data center, il n'y a pas de production de froid. C'est vraiment la géothermie et grâce à des échangeurs qui va permettre de refroidir les serveurs. Alors, au niveau de l'offre de services, c'est l'université qui opère, hein, ce data center en s'appuyant sur des prestataires. En tout cas, c'est l'université qui délivre cette offre de service. Donc ça se décompose en trois branches, hein. Il y a toute la partie cloud, la partie hébergement sec et la partie HPC. Ça, c'est la puissance de calcul qui est mise à disposition des chercheurs qui en auraient besoin dans le cadre de leurs travaux. Au niveau du cloud, ça se divise aussi en trois. Donc il y a la partie IaaS, infrastructure as a service, et c'est cette partie-là qui va nous intéresser dans le cadre du projet. Donc après, on va faire un zoom un peu là-dessus. Il y a aussi une offre de sauvegarde et une offre de stockage. Alors toutes ces offres, en fait, elles sont à disposition des différentes composantes de l'université, des différentes facultés ou écoles. Et aussi, il y a des partenaires externes à l'université dans le monde de l'enseignement et de la recherche en France qui peuvent aussi être clients de cette offre. Je vais faire un petit zoom sur la partie OpenStack. Donc là, c'est juste une capture d'écran pour entrer un petit peu plus dans le concret. En fait, on va parler de projet OpenStack, parce que dans le vocabulaire OpenStack, un projet, c'est un
pool de ressources. Donc concrètement, des CPU, de la RAM, du stockage. Et donc ces différents projets, en fait, on va donner accès à des personnes à ces projets pour qu'ils puissent créer leurs propres infrastructures. Créer des VM, typiquement, il y a des images qu'ils peuvent utiliser, qui sont à disposition et qui sont fournies via cette plateforme cloud. Donc c'est Red Hat qui est derrière cette plateforme. On peut voir sur cet écran qu'on a ici, si on voit mon écran, on a ici différents projets. En fait, là, on en voit tout un ensemble, mais en réalité, lorsqu'un chef de projet demande des ressources, il aura accès que à ses propres ressources, que à son propre projet OpenStack. Tous les projets OpenStack, c'est un peu des environnements étanches, en fait, les uns des autres. Au niveau de la CPU, en fait, la CPU est virtualisée. Derrière une CPU physique, il peut y avoir tout un ensemble de CPU virtualisées, 5 ou 10 par exemple. Donc voilà pour le contexte. Maintenant, je vais parler de l'objectif du projet. Donc déjà, c'est de répondre à un besoin qui a été émis il y a quelques mois lors d'une réunion des usagers du data center. En fait, le souhait, c'était de connaître l'impact carbone des projets OpenStack. Donc on part vraiment d'un besoin qui a été émis par nos usagers dans le cadre de ce projet. Et même pour ceux qui n'ont rien demandé, finalement, on pense que ce sera utile de leur fournir l'impact carbone de ce qu'ils demandent, au moins pour qu'ils puissent prendre conscience et peut-être aussi qu'ils adaptent un peu plus leurs ressources parce qu'on se rend compte que parfois les ressources demandées sont pas toujours utilisées à leur plein potentiel. Et puis aussi, c'est aussi pour montrer que quand les serveurs sont hébergés dans le data center, on maîtrise quand même l'impact. On pense que ça va favoriser la mutualisation des ressources parce qu'il y a encore des serveurs en fait qui sont pas encore dans le data center. On a parfois encore quelques salles machines qui sont dans certaines écoles ou facultés ou dans certains labos. On a aussi signé la charte du numérique responsable. Donc ça, je crois que c'est Alexis qui en parlait tout à l'heure. Voilà, donc on s'est basé sur la charte du numérique responsable fournie par l'INR. Donc on s'est engagé là-dessus. Voilà, et donc ce projet, ça rentre aussi dans le cadre du respect de ces engagements. Enfin, je pense que ça va nous faire tous grandir sur ces notions et qu'on pourra les utiliser dans différents contextes. Et par exemple, peut-être que ce sera aussi utile pour nous lorsqu'on écrit des cahiers des charges pour analyser les réponses quand on a des critères qui relèvent du développement durable et de la responsabilité sociétale. Voilà pour les différents objectifs du projet. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a des questions. Alors, au niveau de la méthode de calcul, du modèle, bien sûr, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est concrètement estimer les émissions carbone de nos projets OpenStack. Et donc, ça, c'est le travail concret. Et en fait, tous les objectifs qu'on a vus avant, c'est une valorisation de ce résultat concret, technique qu'on va mener. On souhaiterait en fait une formule, un modèle qui corresponde à notre contexte, donc à nos machines concrètement, qui soit simple à expliquer, parce que parfois, quand on voit des évaluations d'impact carbone, on se demande un peu comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a derrière. Nous, on aimerait pouvoir expliquer ça de façon assez simple, ce qui pourrait aussi rendre l'estimation crédible, on l'espère. Et puis aussi se baser sur des bonnes pratiques et l'état de l'art. Donc là, on est encore en train d'apprendre par rapport à ça. Et j'espère qu'il y aura des remarques qui nous feront avancer sur le sujet. Alors, quels sont les paramètres? Quel est le scope qu'on souhaite prendre en compte? Donc déjà, c'est toutes les ressources IT qui sont demandées, donc le pool de ressources qui sont demandées, donc la fabrication des équipements qui sont nécessaires aux ressources et aussi la consommation énergétique des équipements. Donc la consommation énergétique,
on va pouvoir la calculer parce qu'en fait, comme c'est notre propre data center, on sait qu'on aura moyen de pouvoir collecter des données utiles par rapport à ça. Il y a toute la partie réseau. Pour l'instant, c'est pas forcément dans le scope prioritaire. Et la partie data center en lui-même. Donc le data center, il y a tout un ensemble d'équipements qui servent à, on va dire c'est le contenant, hein, c'est tout ce qui sert à la sécurité et au refroidissement. Et puis il y a aussi la consommation énergétique de ces équipements-là. Alors cette consommation énergétique, on pense que ça peut faire partie aussi de notre scope, parce que ça va être assez facile en fait, on pense à intégrer dans la formule, puisqu'on va simplement se baser sur le PUE. Voilà, donc les 3 éléments en rouge, c'est notre scope pour l'instant de départ. Alors, au niveau des données constructeurs, on a 2 sources d'informations. Donc, premièrement, lorsqu'on fait un devis, là par exemple, on est chez HP, lorsqu'on fait un devis, en fait, on a l'estimation de l'empreinte carbone due à la fabrication. Donc, la ligne que j'ai mis ici, c'est typiquement ce qu'on retrouve texto sur un de nos devis. Hein. Voilà, donc on a l'estimation de l'empreinte carbone. On a ici à peu près 24 tonnes. Et il précise que cette estimation comprend la fabrication, l'assemblage et le transport des produits. Donc c'est macro dans le sens où on n'a pas le détail par ligne, mais en tout cas on a cette estimation-là. On a aussi possibilité de se référer aux fiches, en fait, hein, c'est des produits de carbon footprint qui sont disponibles sur Internet, qui sont proposés par HP, mais ça concerne des serveurs avec une configuration de base, une configuration standard, qui n'est pas forcément celle que nous on commande. Donc par rapport à ça, je vais montrer un petit exemple. Donc là, on a l'exemple du détail d'un de nos devis. Hein. On peut voir en bas, en fait, écrit en tout petit, c'est ici en bas de l'écran, on peut voir que en fait, j'ai repris en fait exactement ce qui avait marqué, je l'ai marqué ici en plus grand, donc on retrouve ici bien les 24 tonnes. Il précise aussi le poids d'ailleurs, on a une demi-tonne de matériel. En fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que nous, en fait, par exemple ici, on commande 10 serveurs HP, ProLiant, etc. Mais en fait, on va réaliser des opérations de passage et d'ajout. Et donc, au final, finalement, on n'a plus la configuration standard telle qu'on peut la retrouver sur le site internet avec les fiches de carbon footprint. Donc, c'est pour ça qu'il est assez intéressant d'avoir sur les devis ces informations, puisqu'on va plutôt se baser là-dessus que sur les fiches qu'on retrouve sur internet. Alors, j'ai parlé avec HP pour être sûr de bien interpréter ces résultats. Et en fait, ce que HP nous a précisé, c'est que il y a pratiquement tout, mais il n'y a pas forcément les cartes graphiques, par exemple, parce qu'ils nous ont dit que leur propre fournisseur, il n'y avait pas d'informations sur les émissions dues à la fabrication des cartes graphiques. Je crois qu'ils ont cité Nvidia, par exemple, qui ne leur fournissait pas, en tout cas à eux, ces informations, et donc ils ne pouvaient pas les intégrer. Donc, on a des informations on sait déjà que c'est pas tout à fait complet, mais au moins ils ont été transparents sur ces aspects. Alors, dans le slide suivant, je vais montrer ce qu'on peut retrouver. Là, c'est des informations en standard qu'on retrouve sur les sites internet. Hein. Et donc, j'ai un petit doute. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Ouais. D'accord, merci. Donc, je disais ici, c'est une fiche standard. Donc, ça, c'est un serveur en particulier. On retrouve ça sur les sites internet de HP. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils fournissent des informations donc sur tout ce qui est fabrication, ici, ce qu'ils appellent chaîne logistique, et aussi des estimations d'utilisation. Donc ces estimations d'utilisation, c'est un ordre de grandeur très variable. Ici, par exemple, ça ne prend pas forcément en compte le mix énergétique français, et c'est que sur 4 ans. Donc bon, voilà, c'est pas forcément des choses que nous, on va utiliser, puisqu'on va pouvoir calculer la consommation énergétique de façon plus fine, mais en tout cas, sur ces éléments ici, au début, on pensait que ça pourrait nous être utile, puis en fait, on s'est rendu compte que c'est pas forcément ces configurations-là qu'on commande, donc c'est pour ça qu'on va plutôt se baser sur les informations qui sont fournies dans les devis. Ensuite, j'ai mis ce que HP fournit, donc ça c'est
L'équivalent ici, par exemple, ça c'était pour 5 tonnes. Voilà. C'est directement ce qui est fourni dans les fiches HP. Il précise que 5 tonnes, ça correspond à 33 heures d'avion ou 27 km à bord d'une voiture. Mais ça, c'est fourni juste à titre d'information. Alors ensuite, on va faire un petit focus là sur la partie consommation énergétique. Donc, les chefs de projet demandent des ressources en CPU, en mémoire et en stockage. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir calculer donc la consommation énergétique des projets OpenStack. Mais en fait, c'est pas si simple parce que les projets OpenStack, c'est des ressources qui sont mutualisées. En fait, ces pools de ressources peuvent être hébergés sur différentes machines à la fois. Et donc, comme nous, on veut, au niveau granularité, on veut vraiment projet OpenStack par projet OpenStack, on n'a pas en fait la consommation directe de chaque projet. Par contre, on peut calculer, on peut collecter des informations grâce au PDU ou aux cartes ILO. On a la consommation énergétique des équipements. Mais les ressources demandées, eux, sont mutualisées sur plusieurs équipements. Voilà, donc on a aussi le fait que même à ressources égales, un projet OpenStack peut très bien consommer finalement beaucoup plus d'énergie qu'un autre projet, du simple fait qu'il va par exemple utiliser la CPU beaucoup plus. Voilà, donc là, nous, on ne connaît pas directement la consommation énergétique des projets OpenStack. Donc finalement, ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est estimer la consommation des ressources IT. Ça, on peut le collecter. Et puis de là, passer à une estimation de la consommation énergétique, soit via une approche plutôt fine avec des ABAC, soit une approche macro par répartition globale. Je vais ensuite parler de ces deux approches. Et ensuite de là, estimer les émissions de CO2. Donc pour la partie estimation des émissions de CO2 à partir d'une consommation énergétique, là ce que j'ai pu trouver, c'est un site qui est Electricity Map, où on a des informations qui sont assez intéressantes et justement qui sont sur le mix, par rapport au mix énergétique français. On voit par exemple la différence assez importante entre la France et la Pologne ici. En fait, l'ordre de grandeur par rapport au CO2 équivalent est quand même assez important. Donc il faut qu'on puisse utiliser notre mix énergétique. Parce que sur les fiches HP par exemple, il n'y a pas du tout cette précision. C'est vraiment une sorte de moyenne mondiale et c'est pas du tout par rapport au mix énergétique français. Donc cette partie-là, ça devrait être assez facile. Là où c'est peut-être un petit peu plus compliqué, c'est de réussir à passer d'une consommation de ressources IT, par exemple CPU et IO, à quoi ça correspond en termes de consommation énergétique. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'on pouvait trouver comme article. Et donc bon là j'ai trouvé un article, certainement qu'il y en a d'autres qui pourraient répondre un petit peu ou nous éclairer sur ces questions. En tout cas là voilà, c'est un exemple d'article que j'ai pu trouver sur internet. Et donc le titre de l'article c'est estimation de l'empreinte carbone d'une heure cœur de calcul. Donc là on est plutôt dans une approche HPC. Donc c'est pas forcément notre scope à nous pour l'instant, même si on a aussi du HPC dans notre data center. Et donc, d'ailleurs, il faut savoir que, comme je l'ai montré avant, on a une offre HPC. En fait, elle occupe à peu près 20% de l'espace dans le data center, mais ça consomme à peu près, en ordre de grandeur, peut-être 80% de la consommation énergétique totale. Donc, à un moment donné, on s'intéressera forcément à cette partie-là, mais dans un premier temps, on s'intéresse au projet OpenStack aussi parce que c'est une demande qu'on a eue, donc on en profite pour répondre à cette demande. Donc, cet article est assez intéressant. Donc, il nous dit par exemple, en synthèse, que 1 heure cœur génère 4 grammes de CO2, 4,68 grammes. Là, ils ont un scope très large dans cette étude, puisqu'ils incluent aussi les personnels, le trajet
entre le domicile et le travail, par exemple. Donc c'est un scope qui est très large, plus large que ce que nous on veut, mais ils ont quand même donné un peu de détails en disant que sur cette estimation, on a 1,79 pour l'usage, donc la consommation énergétique, et 1,16 pour la fabrication des serveurs. Ce qui est aussi intéressant dans cet article, c'est l'approche qu'ils ont utilisée, et qui est d'ailleurs plutôt une approche macro qu'on va voir un peu après. En tout cas, au tout début, ce qu'on avait imaginé, qui n'est peut-être pas forcément la bonne approche d'ailleurs, mais ce qu'on avait imaginé, c'est de lancer nos propres tests de stress et de voir concrètement combien ça consomme. Au début, on s'était dit, bon, on va faire tourner en fait un environnement OpenStack sur un serveur dédié, et puis on va lancer différents batchs, et on va regarder concrètement combien ça consomme, en regardant, en attaquant avec les API des cartes ISO des serveurs, ou alors en utilisant les informations qui sont renvoyées par les PDU. Et donc comme ça, au début, on s'était dit, on va se créer un ensemble d'ABAC, lancer différents tests de stress, et puis on va pouvoir, voilà, à partir comme ça, en collectant à la fois la consommation énergétique, en CPU, en I/O, et puis à faire le parallèle entre la consommation énergétique réelle qu'on peut observer sur les PDU, par exemple. Après, au niveau, voilà, on en est resté là pour l'instant. Donc c'est au début de cette réflexion, on s'est dit qu'il existe certainement des tests standards sur le net qu'on pourrait utiliser. Parce que si on crée nos propres tests de stress, bon, on veut être sûr de bien utiliser, peut-être qu'il y a des calculs de chiffres entiers qui n'utilisent pas exactement la CPU de la même façon que des calculs avec des chiffres réels. Donc, bon, ça c'est juste un exemple, mais on aimerait bien voir s'il n'y a pas des tests de stress standard qui existent. Et puis aussi voir combien une machine consomme quand elle ne fait rien. Alors je passe maintenant à la partie approche macro. Et d'ailleurs cette approche macro, donc c'est l'approche qui a été utilisée en réalité dans cet article ici. Alors cette approche macro, en résumé, ça consiste à collecter la consommation énergétique de tous les serveurs physiques, ici pour nous qui seraient dédiés à l'hébergement des VM de tous nos projets OpenStack confondus. Et puis en même temps de collecter la consommation des ressources IT, mais là ce serait pour chaque projet OpenStack. Comme ça ensuite on se dit qu'on pourrait faire une simple répartition de la consommation énergétique globale sur les projets OpenStack en fonction de leur consommation de ressources, CPU et I/O. Voilà, et finalement cette approche peut-être nous paraît peut-être plus simple à mettre en œuvre que l'autre approche. Ça colle peut-être plus à la réalité aussi de la consommation totale. On pense aussi que on devra peut-être quand même faire quelques tests de stress, voilà, pour être sûr de pouvoir correctement affecter la quote-part de cette consommation énergétique en fonction de la consommation des ressources techniques des projets OpenStack. Vous voyez que toutes ces réflexions, pour l'instant, on est en train d'y réfléchir et de voir comment est-ce qu'on va attaquer le sujet. Alors ensuite, pour la partie consommation énergétique des équipements du DC en lui-même et le refroidissement, on va simplement multiplier le résultat par 1,25 puisque notre PUE est de 1,25. Donc on a vu que de toute façon c'est l'approche qui est préconisée par HP, pour en avoir aussi discuté avec eux, et c'est aussi l'approche qui est utilisée dans l'article scientifique qui a été mentionné juste avant. Donc voilà, cette partie-là devrait être assez simple du coup. Et j'en arrive déjà à la conclusion. Donc dans un premier temps, donc, on a un scope sur la fabrication des serveurs physiques et leur consommation énergétique. Alors pour la fabrication des serveurs, là en fait il faut qu'on estime la durée de vie totale des serveurs, qui peut être par exemple de 7 ans, voire même plus. Et puis qu'on regarde aussi la durée d'utilisation des serveurs pour chaque projet OpenStack, donc pour réussir à répartir les données donc, qui sont fournies par les fabricants. Alors, on a conscience que tout ça, ça va donner des estimations en fait. Donc, de toute façon, il vaut mieux
cibler la justesse au global plutôt que la précision du détail. Et essayer de procéder par étapes. On voudrait rester très transparent sur les limites et le scope aussi. Et puis continuer à regarder qu'est-ce qui existe déjà et à s'appuyer sur l'état de l'art. Voilà pour cette présentation du projet. Du coup, je vais commencer. Donc, François, moi je travaille chez Thales, donc ce genre de calcul, j'ai un peu l'habitude d'en faire. J'ai déjà une petite question là, sur ton périmètre OpenStack. Tu as une forte diversité de matériel ou bien c'est assez homogène parce que vous avez acheté par bench de je sais pas combien de serveurs vous avez au total, quoi. Oui, alors en fait, on a des serveurs qui sont de plusieurs générations. Donc c'est vrai qu'on peut avoir une certaine diversité, mais c'est souvent des projets, enfin des serveurs Proliant de HPE, même si les configurations ou les générations peuvent varier. Par contre, sur la partie HPC, bon là c'est autre chose, c'est vraiment des serveurs spécialisés pour du calcul intensif. Ouais, ouais, c'est pour ça que je t'en parle. Ouais. C'est un autre sujet, c'est un vrai HPC, mais il faudra que tu y passes. Donc, sur ton périmètre, alors après HPE, hein, pour préciser, pour pas Ouais, confondre avec le HPE. HP Extreme VPC, euh, ils ont un évaluateur de. Alors déjà, effectivement, ils font un product carbon footprint pour une configuration donnée, et il vaut mieux que tu utilises, je sais pas, au hasard, un outil merveilleux qui s'appelle DataVista, pour avoir la configuration, enfin l'empreinte carbone de fabrication d'une configuration où tu as mis vachement plus de mémoire que les configurations qu'ils donnent habituellement. Alors, c'est pas faute D'accord. de leur demander de nous donner un configurateur, hein, de leur part à eux. Euh, et moi, ça fait partie des discussions que j'ai avec eux. Alors, ils ont fait la moitié du chemin, c'est-à-dire qu'ils ont quand même un configurateur qui te donne, quand je dis un configurateur, c'est un outil dans lequel tu donnes la configuration exacte de ce que tu as acheté. Et après, il te donne, alors, il donne pas l'empreinte carbone de fabrication, mais il donne la consommation énergétique en fonction de la charge. Donc, en fait, donc, t'es la bonne démarche, hein, c'est-à-dire il faut recalibrer ton modèle de consommation électrique à partir de mesures au cul du serveur avec tes PDU. Mais tu n'es pas obligé de faire ça parce que dans le cas des serveurs HPE, HP te fournit l'outil qui permet de faire ça. Je vais vous retrouver le lien, je vous le donnerai D'accord. dans le chat, quoi. Donc ça peut te faire gagner du temps. Euh, Encore une fois, ça dépend de l'hétérogénéité, hein. Si tu as 70 modèles différents, ça va te prendre un peu de temps, donc autant prendre une moyenne. Hmm. Mais si t'as pas trop de configuration, voilà, tu peux gagner un peu de précision en utilisant côté HP enfin, voilà, de refaire les calculs en fonction des configurations pour la fabrication avec DataVista et pour l'empreinte énergétique avec le truc, enfin, pour l'énergie consommée avec le configurateur de Monsieur HPE. Et D'accord. après, ce que je vois dans ton calcul, le truc super important, c'est il va falloir que tu fasses la liste de ce que tu estimes d'unité fonctionnelle. Typiquement, là, dans la liste de ce que tu montrais dans le dernier slide, il y avait pas le bâtiment, il n'y avait pas le réseau, il n'y avait pas le stockage. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il faut quand même enfin, essayer de prendre en compte si tu as des infos. Après, c'est toujours une question de temps passé et d'effort. Mais enfin, c'est pas négligeable, en fait, ces parties-là, quoi. C'est vrai, ouais. D'accord. Merci déjà pour ça. Et si je ne fais pas calculateur, ouais, c'est du matériel spécifique. J'imagine que vous avez aussi du direct liquid cooling, ce genre de petites choses. Donc, l'empreinte matérielle, elle doit être pas mal aussi, quoi. Des trucs très lourds, par ailleurs aussi. Donc, les chiffres risquent d'être assez différents. En tout cas, au niveau de la partie refroidissement, il y a des puits euh, pour, on va dire, récupérer l'eau de la nappe phréatique, et puis ensuite ça se passe par des échangeurs. Euh, Ensuite Ouais, l'eau réchauffée, ça, c'est ouais, pour retourne. c'est pour refroidir le Ouais, bâtiment. C'est pour ça que tu as un palier de 1 à 25, il y a pas de surprise. ouais, Bravo, déjà, c'est bien, c'est super. Ça a été applaudi dans le chat. Bah oui, c'est grâce à ce genre de possibilités. Donc ça c'est un truc que vous pourriez faire de la pub. Mais en fait, normalement, enfin, je sais pas quelle génération de HPC vous avez, mais il est assez probable que vous soyez en refroidissement liquide à l'intérieur des serveurs
sur les puces qui font les calculs. Hmm. Et ça, du coup, vous avez besoin d'un deuxième niveau de refroidissement, enfin d'échangeur air. Alors, c'est de l'OO, du coup, sur ce coup-là, qu'on appelle des cooling distribution units. Parce qu'en fait, il faut mettre de l'eau directement sur les GPU. Enfin, non, normalement, c'est un peu le standard du HPC. Et là, du coup, bah, t'as aussi prendre en compte tout le bazar des intermédiaires, quoi. Enfin, en plus du circuit primaire de refroidissement par air du data center, il faut aussi prendre ça en compte. Et je ne sais pas si on a beaucoup de chiffres sur ce sujet-là, par ailleurs. D'accord. Bon, il faudra qu'on fasse attention à ça lorsqu'on va commencer à s'attaquer sur cette partie HPC. Parce que j'ai pas plus d'informations que ça sur les technologies qu'on utilise dans le cadre du refroidissement des serveurs HPC. Je sais que ça consomme énormément puisque c'est des chiffres, enfin des estimations que j'ai pour l'instant. Je sais que ça consomme beaucoup plus que tout le reste. Et c'est du HPE aussi, côté HPC? Et il me semble que oui, mais là je suis pas certain. On a différents types de matériel, donc il est possible qu'on ait d'autres fournisseurs. Très Ok, bien. On a Benoît qui a levé la main. Ouais. Merci pour la présentation. Merci pour le taf et le partage. Déjà, alors d'une manière très intéressée, je suis en plein dans une étude sur les data centers et donc si après on peut discuter de est-ce qu'il y a des données que vous pourriez partager sur notamment les consommations d'eau et ce genre de choses, ça m'intéresserait beaucoup. Mais si c'est pas le cas, tant pis, hein, c'est pas grave. Mais si c'est le cas, si c'est possible de partager des infos, ça m'intéresse. Et sinon, je voulais juste, je rebondis sur ce qui a été déjà dit dans le chat, mais est-ce que tu avais connaissance du PCR Cloud de l'ADEME? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou Non, t'en as... non, non. D'accord. À ce moment-là, ok, je vais prendre note et je regarderai ça. Voilà, tu verras. En gros, ça va pas répondre à toutes tes problématiques, mais c'est un document qui vise à donner une méthode de calcul d'impact avec un certain nombre d'unités fonctionnelles déjà définies. Si tu proposes du housing, si tu proposes du serveur bare metal, si tu proposes de la VM, etc. Et ça te donne une base de calcul, quoi. Et comme disait Pierre dans le chat, si tu appliques ce genre de méthodo, on va dire c'est un peu comme une ACV attributionnelle, donc c'est vraiment calculatoire. C'est pas une méthode où tu vas forcément relever les consommations électriques. C'est plutôt tu vas faire des estimations sur la base de ton inventaire matériel, quoi. D'accord. Oui. Enfin bon voilà, peut-être ça peut être intéressant. Il y a un autre truc qui peut-être peut t'intéresser, c'est le papier qui a été publié dans Haute Carbone par différents membres de Boavista sur la méthode de calcul qu'il y a dans l'API Boavista euh, et qui explique notamment comment on devrait prochainement prendre en compte dans l'API l'environnement technique en plus du matériel IT dans le calcul. Donc voilà, peut-être ça peut être aussi une source d'inspiration, enfin ou de critique d'ailleurs, si vous en le faisant, tu vois c'est aussi pour qu'on ait vos retours sur le truc, quoi. D'accord. Euh, et voilà. Donc c'était pour savoir si tu avais ces ressources-là en tête, et sinon on te les enverra et on sera ravis d'en discuter avec toi, quoi. Oui, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup d'en apprendre sur tous ces sujets. Moi, je découvre un peu aussi tout ça en même temps, donc voilà, je veux bien en apprendre encore bien plus sur le sujet. Père, on avait une question de Paul. Il demandait par-dessus OpenStack, est-ce que tu as des projets Kubernetes? Et si oui, le ratio entre projet Kubernetes versus VM? Oui, il y a un projet Kubernetes. On aimerait bien, ça fait partie de l'offre de service d'ailleurs qui va être étendue, de pouvoir proposer en fait, de glisser vers le PaaS en fait, et de pouvoir proposer ce type de plateforme. Après, c'est pas un projet qui pour l'instant a abouti, c'est en cours, donc bon, je pourrais donner plus d'informations, peut-être pas tout de suite, mais
En tout cas, c'est dans les tuyaux, on va dire. Est-ce que quelqu'un... J'ai noté d'autres questions, mais si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Bah, je vais juste en profiter pour répondre à François dans le chat sur Scaphandre. En fait, il y a un contributeur de Scaphandre qui s'appelle René, qui bosse chez Red Hat et qui avait poussé une proposition de feature de packager Scaphandre dans OpenStack. Mais je crois que ça n'a jamais décollé parce qu'il n'y a pas eu assez de contributeurs. Et puis, je connais pas bien le cycle de release et comment ils décident des fonctionnalités dans le projet, mais je crois qu'aussi il y a une question politique de, à un moment donné, les features elles doivent être validées. Et je suis pas sûr que ça ait été le cas. Donc ce genre de projet a démarré, mais je crois que ça n'a jamais vu le jour pour l'instant. Parce que je vois pas trop comment faire l'allocation fine après par projet si t'as pas une sonde au niveau de, enfin l'hyperviseur. Ça s'appelle pas un hyperviseur, mais si t'as pas des infos au niveau de la couche qui est entre le juste au-dessus du bar métal, ça va être compliqué quoi. Que toutes les En sondes que fait, tu vas mettre dans tes, alors je sais pas comment ça s'appelle dans OpenStack, mais si c'est du Kubernetes, toutes les sondes que tu mets dans tes nœuds en fait, il y a déjà une couche de virtualisation en dessous quoi. Donc ça te donne déjà plus des vrais chiffres quoi. Mais cela dit, donc ça c'était, enfin, je te répondais sur la partie, est-ce qu'il y a officiellement une intégration dans le projet OpenStack du truc? Donc à date non. Mais par contre, ce que la BBC avait fait, c'était qu'ils installaient Scaphandre en dehors de l'automatisation d'OpenStack, ils le faisaient avec leurs propres outils d'automatisation sur les hyperviseurs et ils relevaient la conso depuis l'hyperviseur à la maille des VM quoi, sans aller dans les VM. Et déjà avec ça, ils arrivaient à produire des chiffres quoi. Donc c'est Ok. en Ouais. bricolant, il y a moyen de faire des trucs quoi. Ah bah oui, oui, il y a toujours moyen de faire des trucs, mais il faut y passer. Enfin voilà, pour Franck, il y a un sujet récupérer des données qui permettent de faire tes calculs d'allocation des kilowattheures consommés par les serveurs physiques. Même si tu les as, enfin voilà, si tu les as au niveau des PDU, il va falloir vraiment passer du temps sur l'allocation derrière, quoi. ouais. En termes d'effort, c'est pas du tout, enfin c'est pas à négliger, quoi. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'on peut, en fait, par projet OpenStack, on peut calculer, euh, on peut collecter des données d'usage de CPU et d'entrée-sortie. Voilà, donc, c'est par rapport à ça qu'on s'est dit on va pouvoir se baser là-dessus pour ensuite en déduire une estimation théorique énergétique. Mais c'est vrai qu'on peut pas, on n'a pas trouvé le moyen de le faire directement, en tout cas. On avait une question de Benjamin sur l'over-provisioning dans l'infrastructure OpenStack. Est-ce que tu en as en fait? Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui est consommé par la plateforme cloud et sans qu'il y ait rien qui soit Ouais, utilisé, c'est ça? alors, Bah, la question c'est plutôt est-ce que vous avez des machines sur lesquelles il y a de l'overprovisioning, c'est-à-dire qu'il y a plus de enfin, il y a plus Ok. de ressources allouées aux utilisateurs que de ressources réelles. Et donc à partir de là, les calculs peuvent devenir un petit peu enfin, relatifs au projet. Mais enfin, c'est juste que dans ma tête, s'il n'y a pas d'overprovisioning, prendre déjà ce que coûte OpenStack et diviser ça par les clients en fonction des ressources utilisées par les clients et le ratio d'overprovisioning qui n'est pas encore utilisé par les clients, ça me semble être la version simple. Mais, euh, mais s'il y a de l'overprovisioning, enfin, ça prouve un niveau de maturité qui est élevé et en plus de ça, c'est un sujet qui m'aurait intéressé. C'est pour ça que je pose la question. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours allouer en fait plus de ressources, enfin surtout CPU, hein, qui est virtualisé, plus de ressources que ce qu'il y a réellement. Donc de toute façon, il y a un certain nombre de projets OpenStack euh, qui qui utilisent différentes machines. Et on sait que, par exemple, si d'un coup tous les projets OpenStack se mettent à tourner à fond d'un coup, ça tient pas en fait. Mais oui, on peut dire qu'on fait de l'overprovisioning quelque part. Oui.
Enfin, sur un hyperviseur, l'ensemble des VM, si l'ensemble des VM utilise l'ensemble de la RAM ou du CPU, c'est beaucoup plus haut que les ressources que l'hyperviseur peut donner au VM en lui-même, quoi. Oui. Ensuite, OpenStack va de lui-même déplacer des VM, allouer les ressources différemment pour équilibrer la charge. Mais en tout cas, de toute façon, aujourd'hui, toutes les infrastructures ne sont pas utilisées à leur pleine puissance. D'accord. Bah, merci beaucoup pour l'info. On avait une question de Youn qui a fait un. Bon, il y a eu des échanges dans le chat. Je vais la poser pour voir l'aspect. C'était au niveau du data center. Quand un data center est proche d'une frontière, donc on a des importations électriques, par exemple ici l'Allemagne. Il se demandait si on a des possibilités d'être plus précis que sur le mix local au data center. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on voit cette question avec Électricité de Strasbourg. Mais enfin, de mon point de vue, moi, enfin, c'est une bonne question. Peut-être qu'il faut qu'on creuse un peu, mais jusqu'à présent, je m'imaginais que de toute façon, ça venait forcément de la France. Mais ouais, c'est peut-être pas le cas. Ouais, à vérifier. Mais après là-dessus, ouais, ce qui se disait dans le chat, c'est qu'en fait, à notre connaissance, a priori, il y a personne qui utilise quelque chose de plus fin que des intensités carbone à l'échelle nationale, quoi. Enfin, à la grille du pays. Des intensités carbone à la grille de la région. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais trouvé ça. Il me semble pas que ça existe. Alors, ce qu'on disait même dans le chat, c'est que ça n'a pas vraiment de sens de l'utiliser à l'échelle de la Réunion, à partir du moment où on est sur une grille où on a des bonnes interconnexions entre les différentes régions. Donc ça a un Ouais. sens de distinguer un mix français d'un mix allemand parce que les interconnexions elles sont limitées physiquement et pour des raisons financières, c'est pas le même opérateur et tout. Donc en effet, il y a réellement un goulot entre les deux. Par contre, au sein de la France, différencier une région d'une autre, à ma connaissance, ça n'a pas réellement de sens. Le seul effet de l'électricité, elle est commune sur l'ensemble de la grille française. Le seul effet que vous allez avoir quand vous tirez physiquement de l'électricité qui est produite à l'autre bout, c'est les taux de perte. Mais les taux de perte, ils sont pris en compte normalement dans le calcul du mix. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Et dans ce cas-là, c'est bien le mix français qu'il faut utiliser si vous êtes connecté chez EDF. Oui, sur Electricity Map, c'est souvent au pays, mais parfois pour certains pays, c'est découpé en sous-régions. Mais ouais, c'est Oui, tout ce que j'ai pu alors voir. ça, c'était ce que disait. Qui est-ce qui disait ça? J'ai perdu le nom. C'était C'était moi. François. Ouais. Voilà. Il disait que oui, Bah aux ouais. États-Unis. Ouais, aux États-Unis et l'Australie, en fait, c'est pas comment dire, chez des entreprises c'est des réseaux par région ou par ensemble d'États, quoi. En Australie, c'est même par État, en fait. Et donc, c'est comme si tu avais, l'Australie, tu as 5 grandes régions, bah, c'est comme si tu avais 5 EDF, quoi. Enfin, RDF, pardon, Enedis, je sais jamais le truc, avec très peu d'interconnexion entre eux, quoi. Donc, c'est comme si, enfin, en gros, l'Australie, c'est la taille de l'Europe, mais entre la Nouvelle-Galles du Sud et puis Sydney, là, c'est comme si c'est la même interconnexion qu'entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire, tu as un réseau à une certaine échelle, un réseau unifié, et puis après, tu as des interconnexions de quelques dizaines de mégawatts qui sont faibles par rapport à la quantité qui bascule, qui circule dans le réseau unifié, en fait. C'est pour ça que vous voyez des régions, mais à l'échelle de la France, ça n'a pas de sens. RTE fait son boulot, il équilibre l'Alsace avec la Bretagne et la Bretagne avec l'Alsace, Marseille et Lille. Voilà, c'est équilibré à cette échelle-là, quoi. Et C'est un nous, les sujet électrons, intéressant, c'est vrai. je sais plus, c'est Yuan qui voulait parler de la vitesse des électrons. En courant alternatif, un électron, il se déplace pas, quoi. Enfin, il fait des allers-retours, donc il reste là où il est, quoi. Donc il est encore plus feignant que je le pensais. Ça me va bien. Ah non, non, il bouge comme un malade, mais il se déplace pas. Enfin, il bouge autour de la même position, quoi. Oui, c'est le potentiel qui se déplace, mais j'étais pas assez fort en physique pour me souvenir de ça.
Après, on peut parler des liaisons en courant continu pour relier les champs de panneaux solaires, pas panneaux solaires, d'éoliennes, en fonction de ce que tu as à transporter comme quantité d'électricité d'un point A à un point B. Tu peux passer en continu, mais là, c'est regardez quelques centimètres par heure, hein, donc. Non, mais la question vient, tu vois, par exemple, pendant le début de la guerre en Ukraine, il y a eu beaucoup, beaucoup d'imports charbonnés d'Allemagne, le temps de remettre les centrales nucléaires en route vers la France. Et il y a beaucoup de data centers qui sont frontaliers, notamment ceux d'OVH, notamment, à Strasbourg et du côté de Lille. Donc, d'où ma question. Oui, Ouais, mais mais non. c'est C'est le mix français. Quand en France, Ouais. on tire de l'électricité allemande, c'est parce qu'on doit mettre notre grille à l'équilibre et rien ne permet de dire que si notre grille elle est pas à l'équilibre, c'est à cause du décès de Strasbourg plutôt que à cause de l'usine bretonne. La grille française n'est pas à l'équilibre et du coup on importe. On ne peut pas attribuer la responsabilité de l'équilibre spécifiquement à ceux qui sont à côté de la frontière. C'est la grille complète qui est pas à l'équilibre. C'est pas eux qui font quoi que ce soit. Ah non, mais j'entends, moi je posais la question parce que je suis plus débutant. C'est toujours rigolo. Ouais. Et de toute façon, dans l'électricity map, hein, les imports sont intégrés, hein. Et quand on importe du charbon allemand, bah, ça fait monter C'est ce qui s'est passé en 2021 là. Là, le mix a remonté, le mix français a remonté parce qu'on a plus importé cette année-là. Et voilà. Et ça a redescendu l'année d'après quand on a repris les exports massifs d'électricité nucléaire. On est redescendu à 50, quoi. Et eux, ils ont Donc aussi baissé leur effectivement, mix énergétique grâce à nous. à part des spécificités, Australie, Olivier a partagé aussi probablement en Angleterre, au UK. Sinon, nous en France, si voilà, vu que les data centers de Franck sont en France, bah, il peut se baser sur le mix énergétique du pays. C'est un sujet intéressant. Et s'il y a des cas particuliers où les data centers seraient localisés ailleurs, là peut-être bah, il faudra affiner. Ouais, après, dans votre calculette que vous fournirez à vos clients, en fonction va falloir que tu stockes. C'est pareil, c'est une question d'effort, quoi. Soit tu prends le mix de l'année, soit tu te dis, bah, je prends la valeur variable dans l'année de l'électricité map. Ça veut dire que tu dois stocker aussi, si un client te demande son empreinte sur toute l'année, bah, tu dois refaire le calcul heure par heure de toute sa consommation électrique. Tu ne vas pas forcément avoir une forte différence. Et par rapport à toutes les dizaines de pourcents d'incertitudes que tu vas te prendre sur l'ensemble de la chaîne, je ne suis pas persuadé que ça t'apporte grand-chose d'avoir une granularité temporelle sur ce point-là. Oui, c'est vrai qu'on se pose la question de jusqu'où est-ce qu'on va dans la granularité ou dans la finesse du calcul, sachant que de toute façon, ça reste des estimations et il y a un moment donné où ça devient non pertinent d'aller trop dans le détail. Faut aussi qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on est capable de collecter facilement comme information. Ouais, alors il y a aussi une autre chose, c'est en fait, faut regarder quand même à un moment donné en vue d'hélicoptère tout ton data center, enfin plein de choses. Donc ça, c'est ce qui est on parlait du PCR, service numérique, et hébergement, faut partir de ça parce qu'eux ils donnent le périmètre qu'on juge pertinent et qui doit être commun. Donc faut partir de ça et essayer de passer du temps à apprendre, à estimer par exemple l'empreinte d'un data center. Mais il y a les chiffres dans les gigaoctets, donc on doit pouvoir retrouver des infos. Il faut peut-être passer du temps sur le data center, enfin la partie bâtiment, on va dire, que sur essayer de gratter 2/10 sur l'électricité avec l'électricité map en temporel, quoi. Il faut que vous ayez une vision globale d'ensemble, même assez imparfaite, et après gratter sur les gros postes, quoi. Et effectivement, ça risque d'être l'électricité en termes de fab, hein, mais c'est là-dessus qu'il faut. Voilà, et donc, essayer de pas perdre trop de temps sur des sujets sans avoir fait le tour des gros contributeurs, en fait. Ouais. Ah, Benoît, je pense que c'est comme ça que tu fais aussi. S'il n'y a plus d'autres questions, en fait, je pense que c'est la première fois depuis longtemps, mais on est vachement en avance sur le timing.
Et enfin, comme tu le sens, Damien, mais si quelqu'un a un micro-sujet de débat ou de présentation à rajouter, bon, il reste plus que 20 personnes, mais c'est possible. Et sinon, dans tous les cas, bah, merci Franck pour la présentation. Et est-ce que t'es bien sur Mattermost pour qu'on puisse Oui, échanger après avec toi en asynchrone après? Ok, super. oui, on peut échanger après. Euh, Déjà, merci beaucoup hein, pour toutes les remarques et les conseils qui ont été donnés. Bah, merci à toi. Merci Et à donc, toi ouais, n'hésitez surtout. pas à envoyer les ressources à Franck sur Mattermost après coup, à continuer les débats. Ouais, merci pour la presse. Il est super intéressant hein, ton sujet, Franck. Et donc, ça pourrait même être intéressant de créer j'en sais rien, un canal ou un sous-canal, enfin un endroit où on puisse le suivre dans le temps et peut-être, bah, y contribuer aussi, partager en effet, parce que Ouais. c'est un sujet sur lequel en effet on est plusieurs à bosser. Tu as accès à une certaine taille d'infrastructure aussi qui le rend intéressant. Et, et du coup, ce serait bien peut-être de le suivre Bah, ensemble. c'est un bon sujet. Alors, je sais pas s'il faut faire un chantier, mais ça pourrait être un bon sujet d'article, sachant qu'on a il y a des académiques là, en particulier de l'ENS Lyon, qui bossent avec OVH Cloud, donc qui récupèrent des infos. Donc voilà, sur ce sujet de comment estimer l'empreinte carbone d'un service numérique dans un data center. Je pense qu'on est peut-être suffisamment mature maintenant pour faire je sais pas, un BABA ou enfin voilà, guider des gens comme toi qui vont faire les calculs. Je rappelle qu'il y a 250 data centers en France. Je sais pas quelle est la taille minimale qu'ils ont pris pour avoir ce chiffre-là, quoi. Et donc, ce serait bien que chacun affiche son empreinte carbone de la même manière. Et je pense qu'entre le PCR de l'ADEME et puis, enfin voilà, les connaissances qu'on arrive là à avoir dans ce genre de discussion, il y a sans doute moyen de montrer fait un peu comme le plan carbone général, hein, avoir une manière un petit papier qui explique comment prendre le sujet et puis en quel ordre le prendre, quoi. Bon, en tout cas, c'est avec plaisir que je partagerai ces recherches. Et si jamais ça peut alimenter un chantier, ben, tant mieux. Super sujet, hein, Franck. Moi aussi, globalement, très très intéressé pour la suite de mon travail académique. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé. Est-ce que Euh, j'ai un dernier truc à dire là? Je crois que c'est Benoît qui a parlé de la consommation d'eau. Laisse tomber. Enfin, en France, on n'a pas de ce qu'on appelle des open towers, c'est-à-dire des refroidissements. Alors, il y en a dans Ouais, ouais, certaines centrales nucléaires. C'est un débat. Mais en France, je pense ouais, qu'il y je a sais bien, zéro. mais même sur du refroidissement adiabatique, par exemple, tu as besoin d'eau pure. Enfin, tu vois, tu as tout un tas de Ouais, ouais. sujets. Ça va être des cacahuètes, quoi. Ça, Donc, et ça fait je veux partie dire, du périmètre de l'étude. Hein. C'est pour ça que c'est ouais, juste. mais dans la priorité, il faut pas y passer du temps, quoi. Enfin, nous, sur les data centers de Thales, en fait, ils n'arrivent pas Et c'est pareil pour ceux de Scaleway, quoi. Il y a tellement peu de. C'est tellement faible qu'ils ont du mal, quoi. Et le diabatique, ça sert l'été très peu de fois, quoi. Ouais, ouais. Donc le Non, non, mais WE c'est pas pour dire data que c'est center, tu sais, il très doit être proche de important zéro. autre chose, c'est juste que faut qu'on l'évalue, quoi. Et par contre, c'est un gros sujet globalement dans le monde parce qu'il y a ces putains d'open tower qui utilisent de l'eau massivement. Alors que la France montre qu'on peut faire autrement. Voilà, typiquement, encore le savoir-faire français. Même si globalement, c'est pour des raisons bêtement De santé, ouais. de santé, c'est-à-dire la légionellose dans les tours de refroidissement, que finalement, il y a tellement de contraintes que les gens ne font pas ça et ils utilisent des circuits fermés, quoi.